Une femme narcissique sur 10 est capable de manipuler émotionnellement, jusqu'à la destruction silencieuse d'un homme. Et le pire, c'est qu'elle n'a pas besoin de crier, ni de frapper. Elle utilise ses silences, ses regards, ses larmes, et elle vous pousse à croire que tout vient de vous. Tu crois devenir fou. Tu te lèves chaque jour en pensant que c'est toi le problème. Tu doutes de ce que tu vois. Tu ne reconnais plus celui que tu étais. Elle t'aime, puis t'ignore. Elle t'accuse, puis te supplie. Elle se fait passer pour la victime, pendant que toi, tu t'effondres en silence. Près de 70% des hommes victimes de manipulation affective ne se rendent compte qu'ils ont été piégés, qu'après la rupture. Et à ce moment-là, il est souvent trop tard. Car ce qu'elle t'a volé, ce n'est pas ton amour. C'est ta paix mentale, ta force, ton identité. Mais aujourd'hui, on va décoder tout ça. On va parler vrai. Et tu vas comprendre, étape par étape, pourquoi tu n'étais pas faible, tu étais en train d'ouvrir les yeux. Alors si tu vis ça, ou si tu l'as déjà vécu, laisse un like et abonne-toi. Et si tu veux briser le silence, partage ton histoire, ou écris juste merci dans les commentaires. Parce que ce qu'on s'apprête à dire ici, peut littéralement libérer des vies. Selon la Harvard Medical School, près d'une femme sur 10 présente des traits narcissiques pathologiques. Pourtant, très peu d'hommes osent en parler. Parce qu'on ne les croit pas. Parce que ça dérange. Parce que dans l'imaginaire collectif, une manipulatrice ne peut pas être douce, belle, attentive, maternelle. Et pourtant, c'est précisément ce masque-là qu'elle porte. Carl Jung parlait de persona, ce masque social qu'on porte pour séduire. Il affirmait que plus le masque est lumineux, plus l'ombre qu'il cache est profonde. La femme manipulatrice ne se montre jamais pour ce qu'elle est. Elle se travestit en ce que vous espériez. Elle devient votre rêve, votre muse, votre réponse à un vide intérieur que vous n'aviez pas identifié. C'est pour cela que vous n'avez rien vu. Parce que vous n'étiez pas en train de la voir, vous étiez en train de vous voir en elle. 93% des victimes d'un manipulateur narcissique disent qu'au départ, tout semblait parfait. C'est cela la première couche du piège, une perfection troublante, rapide, enivrante. Elle vous regarde comme personne ne vous a jamais regardé. Elle vous écoute comme si vous étiez le centre du monde. Elle devine ce que vous aimez, et s'y adapte. C'est ce que les psychologues appellent le mirroring, ou effet miroir. Elle vous reflète, elle vous renvoie une image amplifiée de vous-même. Et c'est cette version de vous que vous aimez, pas elle. Marc Aurèle l'avait déjà compris il y a 2000 ans. L'homme cherche en l'autre ce qu'il ne se donne pas à lui-même. Elle ne vous a pas séduit. Elle vous a repéré. Elle a senti la faille. Un manque de reconnaissance, une ancienne blessure, un besoin d'intensité. Et elle a proposé de remplir ce vide. Non pas avec de l'amour, mais avec du contrôle déguisé en passion. Les neurosciences modernes montrent que l'amour naissant active les mêmes circuits cérébraux que l'addiction à la cocaïne. L'IRM fonctionnel ne ment pas. Le cerveau baigne dans la dopamine, et pendant ce bain chimique, le cortex préfrontal, celui qui prend les décisions, est affaibli. Vous n'avez pas vu les signaux d'alerte parce que vous étiez en état d'euphorie. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une réaction biologique. Et elle le savait. C'est là que la manipulation commence, quand l'autre comprend votre cerveau mieux que vous. Freud disait, « Nous sommes bien moins maîtres en notre propre maison que nous aimons à le croire. » Vous pensiez choisir librement. En réalité, vous réagissiez à un conditionnement émotionnel. Elle vous donnait exactement ce que votre inconscient désirait. Et plus vous tombiez sous le charme, plus elle préparait la phase suivante. Ce que vous avez pris pour de l'amour était une phase de conditionnement. Elle ne vous aimait pas, elle vous préparait. C'est pour cela que tout est allé si vite. Les je t'aime précoces, les déclarations intenses, les projets de vie dès le premier mois. Ce que les psychologues appellent love bombing. Un bombardement d'amour qui active votre système de récompense, brouille vos repères, et vous attache à elle par excès de gratitude et de plaisir. C'est une stratégie. Une méthode. Elle fonctionne chez les hommes les plus forts comme les plus vulnérables. Un témoignage de Johnny Depp, lors de son procès contre Amber Heard, décrit exactement ce mécanisme. Il explique que tout au début, elle était merveilleuse, douce, compréhensive, presque trop parfaite. Puis, sans prévenir, elle est devenue violente, critique, instable. Ce n'est pas une chute, c'est un schéma. Un processus identique chez la majorité des femmes narcissiques. Épictète, dans ses entretiens, nous alerte. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous détruit, c'est notre attachement à ce que cela représente. Vous n'avez pas été brisé par cette femme. Vous avez été brisé par l'idée que vous aviez d'elle. Par le mensonge que vous vouliez croire. Par l'espoir que cette version initiale, douce et parfaite, allait revenir. C'est cela le piège. Et vous n'êtes pas seul. Des milliers d'hommes vivent la même chose. Mais ils se taisent,
Parce qu'on les moque, on les juge, on leur dit qu'ils exagèrent. Or, c'est souvent l'homme le plus fort qui tombe, parce qu'il est habitué à tenir bon, à ne rien dire, à tout encaisser. Et c'est cela que la manipulatrice utilise, votre capacité à endurer. La question, maintenant, ce n'est pas pourquoi elle a fait ça, mais pourquoi cela a fonctionné sur vous. Et vous allez voir que la réponse n'est pas celle que vous croyez. Elle ne concerne pas seulement votre passé, mais votre propre façon de penser aujourd'hui. Avant de passer à la suite, laisse un like, et abonne-toi. Aussi, écris en commentaire « Je me libère ». Pour ancrer le message en toi, le changement. Maintenant, on continue. Ce qui détruit un homme dans une relation toxique, ce n'est pas la douleur. C'est l'incertitude. Et personne n'en parle. On vous dit, elle est folle, elle est instable, elle est cruelle. Mais ce n'est pas ce qui vous a détruit. Ce qui vous a consumé, c'est de ne plus comprendre si vous êtes aimé ou manipulé, désiré ou toléré, coupable ou victime. Cette confusion, elle ne vient pas par hasard. Elle est programmée. Le docteur Georges Simon, spécialiste des manipulateurs narcissiques, affirme que l'arme principale du pervers narcissique, ce n'est pas l'insulte directe, mais le brouillage mental constant. Il appelle ça le covert agression, une forme d'agression cachée dans des gestes flous, des sous-entendus, des critiques subtiles. Elle vous fait douter de ce que vous voyez. Elle vous fait culpabiliser pour des choses qu'elle-même provoque. Un jour, elle vous ignore sans raison. Le lendemain, elle vous couvre d'attention. Puis à nouveau le silence. Ce va-et-vient émotionnel active ce que les neuroscientifiques appellent l'effet de renforcement intermittent. Le même qui rend les jeux de casino addictifs. On ne sait jamais quand on va gagner, donc on reste, on attend, on espère. Et plus c'est rare, plus c'est précieux. Vous n'étiez pas accro à elle. Vous étiez accro à l'espoir que la version douce allait revenir. Le psychiatre Robert Hare, spécialiste des personnalités antisociales, a montré que cette alternance de chaleur et de rejet crée une dépendance émotionnelle plus forte que dans les relations saines. C'est contre-intuitif, mais c'est réel. Plus elle vous maltraite, plus vous êtes attaché. Parce que vous cherchez à retrouver la première version d'elle. Or, cette version n'a jamais existé. Elle était un appât. Carl Jung parlait de possession psychique pour désigner ces moments où une autre volonté que la nôtre prend le dessus sur notre esprit. Ce n'est pas une métaphore, c'est une perte réelle du sens critique. Et cela se produit souvent après un trauma bondain, une liaison traumatique. Ce lien toxique est tellement chargé d'émotions, de peur, d'excitation et de soulagement que le cerveau confond intensité et amour. Vous vous souvenez des moments durs, mais aussi des rares instants où elle vous souriait à nouveau. Ce sourire était une récompense. Et votre système nerveux, pris en otage, faisait tout pour le retrouver. C'est là que la manipulation devient invisible, quand vous coopérez à votre propre enfermement, sans le savoir. Le stoïcien Sénèque, dans De la vie heureuse, écrit que l'homme est esclave de ce qu'il désire quand il ne comprend pas pourquoi il le désire. Ce que vous preniez pour une preuve d'amour, c'était en réalité un manque de connaissance de vos propres besoins. Elle ne vous nourrissait pas, elle vous gardait en état de besoin. Et c'est volontaire. Les psychologues nomment cela le gaslighting, une technique qui consiste à vous faire douter de votre propre perception. Elle vous dit que vous êtes trop sensible, que vous déformez la réalité, que tout est dans votre tête. Vous finissez par vous excuser pour des choses qu'elle a causées. Vous devenez coupable de réclamer du respect. Vous vous sentez ingrat, alors que vous êtes vidé. L'homme, dans ces conditions, perd son axe intérieur. Il devient dépendant du regard de l'autre pour savoir s'il a le droit de penser, d'agir, de se défendre. C'est là que la confusion devient totale. Et c'est précisément là que le stoïcisme redevient une arme. Parce qu'il vous ramène au centre de vous-même. Marc Aurèle, dans ses pensées, écrivait « La paix vient de l'intérieur. Ne la cherche pas à l'extérieur. » La manipulatrice vous donne l'illusion que c'est elle qui détient les clés de votre bien-être. Mais ce n'est pas vrai. Elle vous a juste convaincu que vous ne saviez pas penser sans elle. Elle a déplacé votre centre de gravité émotionnelle en dehors de vous. Et tant qu'elle y reste, vous n'êtes plus libre. L'université de Stanford a prouvé, dans une étude de 2022, que les victimes de manipulation chronique présentent des traces de stress post-traumatique comparables à celles des anciens combattants. Le cerveau est marqué, littéralement, par les variations constantes de tension émotionnelle. Vous ne dormez plus pareil. Vous doutez de tout. Vous commencez même à vous méfier des gens sincères. C'est un vol, un sabotage intérieur. Mais ce qui est volé peut être reconstruit. Et le plus important, c'est de comprendre que cette confusion n'est pas un hasard. Elle est un levier, un outil de contrôle. Plus vous doutez de vous, plus elle devient la référence. Ce n'est pas de l'amour, c'est une prise d'otage mentale. Le philosophe Épictète disait «
Tu ne peux pas être libre si tu admires ce que ton maître te donne. Il parlait ici du regard de l'autre, du pouvoir qu'on donne aux autres de définir notre valeur. Et c'est là que tout change. Quand vous cessez d'attendre sa validation, sa tendresse, son retour, vous reprenez le contrôle. Mais pour cela, il faut comprendre comment elle l'a pris au départ. Par confusion, par surstimulation, par inversion des rôles. Et c'est ce qu'on va déconstruire dans la partie suivante. Parce que ce que vous ressentez aujourd'hui n'est pas un manque d'amour. Ce que vous ressentez, c'est une possession. Ce n'est pas de l'amour. Ce que vous ressentez là, ce vide dans la poitrine, ce serrement à la gorge, cette pensée qui revient sans cesse, ce n'est pas de l'amour. C'est une possession mentale, un lien invisible tissé par la douleur, par la confusion, par la peur de perdre ce qui vous a déjà détruit. Ce n'est pas votre cœur qui saigne, c'est votre esprit qui cherche à comprendre ce qui l'a piégé. Freud l'avait décrit sans détour. Lorsqu'un lien affectif est brisé de façon brutale et incohérente, le cerveau ne fait pas le deuil de la personne, mais d'une image inachevée. Il reste accroché à l'idée qu'il doit terminer l'histoire. Ce que vous cherchez, ce n'est pas son amour. C'est la cohérence. C'est la paix. Mais vous la cherchez dans l'endroit même qui vous en a privé. Ce que les psychologues appellent trauma bondin, lien traumatique, est exactement cela. Un attachement intense, créé par des cycles de douleur et de soulagement. L'adrénaline, la dopamine, le cortisol, tout cela circule en vous comme dans le corps d'un soldat au combat. Ce n'est pas romantique. C'est une addiction. Et chaque fois que vous repensez à elle, que vous revisualisez les bons moments, vous rejouez mentalement une scène de manque, comme un toxicomane face à un souvenir de sa première dose. Les IRM fonctionnels le confirment. Le cerveau d'un homme en sevrage affectif réagit aux souvenirs émotionnels exactement comme celui d'un drogué en manque. Les mêmes zones s'activent, le noyau accumbens, l'amygdale, le cortex orbitofrontal. Il ne s'agit donc pas d'un simple chagrin. Il s'agit d'un envahissement chimique. Mais il y a pire. Ce que vous appelez manque est en fait un manque de vous-même. Vous avez été tellement remodelé autour d'elle, ses humeurs, ses besoins, ses silences, ses attentes, que vous avez perdu votre propre centre. C'est cela qui fait le plus mal. Ce n'est pas qu'elle ne soit plus là. C'est que vous n'êtes plus là non plus. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, écrivait « L'âme reste invincible quand elle ne se confond pas avec les événements extérieurs. » Et vous vous êtes confondu avec elle. Avec son regard, son approbation, son amour conditionnel. Vous vous êtes battu pour redevenir quelqu'un à ses yeux, alors que vous aviez cessé de l'être au vôtre. Mais pourquoi ce lien est-il si fort, même après tout ce qu'elle vous a fait? Parce qu'une partie de vous espère encore réparer. C'est là le piège. Le narcissisme féminin n'a pas seulement blessé votre cœur. Il a infecté votre code interne. Il vous a fait croire que vous êtes responsable de la violence qu'on vous a infligée. Une étude menée par l'Université de Columbia a démontré que plus de 68% des hommes ayant vécu une relation narcissique culpabilisent après la rupture, persuadés d'avoir mal agi, d'avoir été trop exigeants, ou pas assez présents. Ce n'est pas un hasard. C'est un effet post-traumatique de l'inversion de culpabilité. Vous n'étiez pas celui qui frappait, mais celui qui disait pardon après avoir été frappé. Pas celui qui insultait, mais celui qui finissait par douter d'avoir mérité l'insulte. C'est là que la possession devient totale. Car vous êtes émotionnellement enchaîné à quelqu'un qui vous déteste secrètement pour la lumière que vous aviez au début. Parce que cette lumière révélait son vide. Et pour reprendre le contrôle, elle a dû vous diminuer. Épictète disait, ce qui t'appartient réellement ne peut être volé. Et pourtant, vous avez l'impression qu'on vous a pris votre paix, votre force, votre joie. Alors que ce n'est pas elle qui vous les a volés. C'est vous qui avez cessé de les défendre. L'homme qui sort d'une relation toxique passe par une forme de dissociation identitaire. Il ne se reconnaît plus dans ses pensées, dans ses peurs, dans ses comportements. Il devient méfiant, froid, sur la défensive. Ce n'est pas lui, mais c'est ce qu'il est devenu en réaction au chaos. Il faut comprendre ceci, la femme manipulatrice ne cherche pas à vous aimer. Elle cherche à vous redéfinir, à travers elle. Et chaque réaction que vous avez eue, chaque tentative de la comprendre, chaque silence que vous avez gardé, était une étape dans ce processus. Ce n'était pas un échange. C'était une colonisation émotionnelle. Mais il y a un détail essentiel. Le fait même que vous vous en rendiez compte signifie que vous êtes déjà en train de vous libérer. Le simple fait de vous poser la question « Pourquoi j'ai accepté ça ?» est une fissure dans le mur qu'elle a construit autour de vous. La guérison ne commence pas quand elle s'excuse. Elle commence quand vous cessez d'attendre son retour. Quand vous cessez de croire que votre valeur dépend de son regard. Quand vous réalisez que ce que vous ressentez, ce n'est pas de l'amour brisé, mais un envoûtement mental qui s'effondre peu à peu. Ce que vous ressentez n'est pas un manque. C'est un appel à vous retrouver.
Et c'est ce qu'on va commencer à faire, dès maintenant, en révélant les 3 visages qu'elle a portés pour vous manipuler sans que vous ne le voyiez. Il faut comprendre une chose essentielle, une femme manipulatrice ne vous contrôle pas avec sa force, mais avec ses métamorphoses. Elle ne vous attaque pas de front, elle vous désoriente. Elle ne vous pousse pas à la soumission, elle vous séduit dans l'ombre. Et c'est pour cela qu'elle est dangereuse. Parce qu'elle ne frappe pas, elle joue un rôle. Carl Jung disait, ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. Et ce que l'homme nie le plus souvent, c'est la capacité d'une femme à jouer un rôle entièrement fabriqué. Parce qu'il veut croire à l'amour. Parce qu'il veut croire à sa propre chance. Parce qu'il veut croire qu'elle est sincère. Mais ce n'est pas elle que vous avez aimée. C'est l'un des 3 masques qu'elle a portés. Le premier masque, c'est celui de la victime parfaite. Elle se présente comme une femme blessée, incomprise, trahie par tous les hommes avant vous. Elle vous raconte ses blessures avec des larmes calculées. Et vous, en tant qu'homme avec un cœur, vous tendez la main. Vous voulez réparer ce que d'autres ont cassé. C'est ainsi qu'elle entre. Non pas en tant qu'amante, mais en tant qu'homme brisé à sauver. Le piège est invisible. Elle active en vous votre part de protecteur, d'homme de valeur. Et vous donnez, sans poser de limites. 80% des hommes piégés dans des relations toxiques avec des femmes narcissiques rapportent que, dès le début, ils ont ressenti le besoin de la sauver. Selon une étude menée par le docteur Rhonda Freeman, spécialiste des traumas relationnels. Et ce besoin devient un contrat tacite. Vous êtes celui qui la comprend, celui qui ne l'abandonnera jamais. En réalité, elle ne veut pas être sauvée. Elle veut que vous soyez emprisonné dans ce rôle. Parce qu'un sauveur ne s'en va jamais. Le deuxième masque, c'est celui de la muse inaccessible. Elle est belle, brillante, magnétique. Elle vous donne l'impression d'avoir décroché un trésor que tous les autres hommes ont manqué. Elle vous choisit, et soudain, vous vous sentez spécial, unique, enfin reconnu. Ce masque-là active non pas votre empathie, mais votre ego. Vous n'êtes plus dans l'amour. Vous êtes dans la validation. Et c'est là que vous vous perdez. Parce qu'elle alterne chaleur et distance. Un jour elle vous regarde avec admiration, le lendemain elle vous traite avec froideur. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est une stratégie. Les neurosciences appellent cela l'activation du circuit de récompense par frustration intermittente. En clair, elle vous donne un goût du paradis, puis vous le retire. Et votre cerveau, désorienté, s'acharne à le regagner. Épictète aurait dit, tu es enchaîné non par l'amour, mais par le besoin de ce que tu crois avoir perdu. Cette muse n'existe pas. Elle est un leurre. Elle ne vous admire pas. Elle vous tient en haleine, comme un joueur de poker qui bluffe avec un sourire. Et puis vient le troisième masque, la sauveuse sacrificielle. Celle qui vous dit qu'elle vous supporte malgré vos défauts, qu'elle est patiente, qu'elle est la seule à vous comprendre vraiment, mais qui, en réalité, vous enferme dans la dette affective. Elle vous pardonne ce que vous n'avez pas fait. Elle vous accuse de ce que vous n'avez pas dit. Elle se donne une image de martyr, de femme dévouée, de sainte. Et vous vous sentez coupable de ne pas l'aimer assez, alors même qu'elle vous vide. Le psychiatre Jean-Charles Bouchou, dans son livre Les pervers narcissiques, décrit ce masque comme le plus difficile à identifier. Parce qu'il inverse les rôles. Elle semble donner, mais en vérité, elle prend. Elle semble vous défendre, mais elle vous neutralise. Et vous vous retrouvez pris dans un paradoxe, aimer celle qui vous fait du mal et la remercier pour ça. La vérité, c'est qu'aucun de ces masques n'est réel. Ce sont des personas temporaires, des identités construites pour s'adapter à vos failles. Elle scanne vos besoins en quelques échanges, elle sent ce que vous cherchez inconsciemment, et elle devient cette personne. C'est là que réside sa puissance. Elle ne vous attaque pas de l'extérieur. Elle s'infiltre par votre besoin d'amour, d'appartenance, de sens. Mais ces masques ne durent jamais. À un moment, la vraie nature émerge. Et souvent, vous la voyez. Vous voyez l'agressivité passive, le mépris, la jalousie. Vous sentez l'instabilité, les incohérences. Vous avez même des sursauts de lucidité. Mais vous vous dites, ce n'est pas elle. Ce n'est pas la vraie elle. Et c'est là le plus grand piège. Parce que vous vous attachez à l'illusion, pas à la réalité. À ce qu'elle vous a montré les 3 premières semaines. À l'image idéalisée qu'elle a imprimée en vous. Marc Aurèle écrivait, « Celui qui voit les choses comme elles sont ne sera plus jamais esclave de ce qu'il espérait. » Et vous, c'est le moment. Le moment de regarder en face que ces masques étaient des rôles. Que ce que vous avez aimé n'existe pas. C'est brutal, mais c'est libérateur. Quand vous réalisez qu'elle a joué une pièce dont vous étiez le public, vous cessez d'attendre le prochain acte. Vous quittez la salle. Et vous commencez à redevenir acteur de votre propre histoire. La prochaine étape? Reprendre le contrôle. Non pas en l'affrontant, mais en vous retirant avec calme et grandeur, comme le ferait un vrai stoïcien.
Parce qu'à partir du moment où vous ne jouez plus son jeu, elle perd tout son pouvoir. Tu ne l'as peut-être pas encore compris, mais tu détiens une arme que rien ni personne ne peut désamorcer. Ce n'est pas ta colère. Ce n'est pas ta vengeance. Ce n'est pas non plus une ultime discussion où tu t'expliques, où tu lui prouves qu'elle a tort. Non. Ce pouvoir, c'est le retrait total, silencieux, solide. Le genre de retrait que le stoïcisme appelle ataraxie, la paix intérieure imperturbable. Et quand tu le mets en œuvre, tout son empire s'effondre. Parce que son pouvoir ne venait pas d'elle. Il venait de ton attention, de ta réaction, de ton besoin d'être compris, entendu, réparé. Tant que tu voulais régler les choses avec elle, tu jouais encore dans son jeu. Tu étais encore prisonnier. Tu voulais qu'elle reconnaisse ce qu'elle a fait, qu'elle t'écoute, qu'elle s'excuse. Et elle le savait. Alors elle gardait le silence. Elle laissait la confusion s'installer. Parce que dans ce flou, tu restais accroché. Marc Aurèle disait, « Celui qui se fâche à cause des actions des autres est esclave de ses actions. » Tu vois, la vraie liberté, ce n'est pas de la faire changer. C'est de devenir inaccessible à son emprise. Et cela commence quand tu cesses d'expliquer, de justifier, de demander. Quand tu coupes, pas pour lui faire du mal, pas par orgueil, mais parce que ton silence est la dernière phrase dont tu as besoin. Les neurosciences modernes prouvent que la rupture avec une personne toxique doit être nette, brutale, sans ambiguïté. Le docteur Ramani Durvasula, experte mondiale des relations narcissiques, affirme que le contact zéro n'est pas une stratégie de fuite, c'est un traitement neurologique de désintoxication émotionnelle. Le cerveau, pour guérir, a besoin d'arrêt complet. Pas de messages tard dans la nuit. Pas de check sur les réseaux sociaux. Pas de curiosité. Rien. Le vide. Le silence. C'est ça qui commence à recabler ton identité. Parce que chaque réponse que tu donnais, même froide, même brève, entretenait encore un lien. Elle pouvait encore jouer. Te provoquer, te tester, te séduire à nouveau, te faire douter. Mais quand tu dis non, et que ce non devient une absence totale, un mur invisible, elle perd tous ses leviers. Elle n'a plus de prise. Et là, c'est elle qui panique. Les pervers narcissiques, hommes ou femmes, ne supportent pas le vide. Ils se nourrissent du contrôle, du drame, de l'attention. Et quand tu coupes, ce carburant disparaît. Tu n'es plus en train de te débattre. Tu n'as plus besoin d'être compris. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu n'attends plus rien. Et c'est là que tu redeviens dangereux pour elle. Pas parce que tu te venges, mais parce que tu es redevenu toi. Sénèque, dans sa lettre à Lucilius, parle du retrait non pas comme d'une fuite, mais comme d'un retour à soi. Il écrit, « Celui qui se retire dans sa propre forteresse intérieure devient imprenable. » C'est ce que tu fais maintenant. Tu cesses d'exister dans son univers. Tu cesses d'être une variable dans son théâtre. Tu reprends possession de ton espace mental. Et au début, oui, ce retrait fait peur. Il y aura des jours de doute, des moments de vide, des flashs de souvenirs, de tentation. C'est normal. Ton cerveau est encore accro. Mais ce manque, il ne signifie pas que tu devrais revenir. Il signifie que tu es en train de te libérer. Une étude menée par l'Université de Californie a montré que les premiers jours de silence après une rupture narcissique déclenchent une tempête hormonale intense, baisse de sérotonine, pic de cortisol, insomnie. C'est un vrai sevrage. Mais au bout de 21 jours, le cerveau commence à reconstruire de nouveaux circuits. La mémoire émotionnelle se détache. La lucidité revient. Et avec elle, la puissance d'être seul sans être vide. Le silence est ton sabre. Et l'indifférence, ton armure. Tu n'as pas besoin de l'insulter. Pas besoin de la bloquer en hurlant. Pas besoin de faire un post sur les réseaux. Juste, partir sans bruit. Fermer cette porte, à l'intérieur de toi. La laisser cogner sur le vide. La laisser chercher. Elle ne trouvera plus rien. Plus de colère. Plus d'excuses. Plus d'ego. Juste, ton absence. Et cette absence, elle ne pourra jamais la contrôler. Épictète disait, ne t'attarde pas à ce que l'autre a fait, mais à ce que toi, tu fais. Tu es dans cette phase-là. Tu n'as plus besoin de comprendre ses blessures. Tu n'as plus besoin de la guérir. Tu as compris que ta mission, maintenant, c'est toi. Elle tombera de ton esprit le jour où tu ne chercheras plus à savoir si elle pense encore à toi. Et ce jour-là, tu ne seras plus seulement guéri. Tu seras inatteignable. Tu as cru que tu étais faible, que tu t'étais laissé avoir, que tu avais manqué de courage. Tu as repassé les scènes dans ta tête des dizaines de fois. Tu t'es jugé, accusé, condamné. Mais la vérité, c'est que tu n'étais pas faible. Tu étais en train d'ouvrir les yeux. Et ça, c'est l'étape la plus douloureuse de toute transformation. Carl Jung disait que la prise de conscience est un acte violent.
Parce qu'elle arrache le voile. Elle détruit les illusions. Elle te force à voir ce que tu ne voulais pas voir. Ce que tu appelais amour n'était qu'une pièce de théâtre. Ce que tu appelais passion, un piège neurochimique. Et ce que tu appelais lien n'était qu'une chaîne. Ce n'est pas une blessure d'avoir aimé. Ce n'est pas une faiblesse d'avoir espéré. C'est la preuve que tu étais vivant. Et c'est exactement ce que cette relation voulait tuer. Ta vivacité, ton intuition, ta lumière. Pas parce qu'elle voulait te détruire pour te faire souffrir. Non. Parce qu'elle ne supportait pas ce que tu étais capable de refléter. Ta force lui renvoyait son vide. Et pour exister face à toi, elle devait t'éteindre. Mais regarde où tu en es maintenant. Tu ne cherches plus à comprendre ce qu'elle pense. Tu ne cherches plus à la changer. Tu ne veux plus prouver quoi que ce soit. Tu veux juste retrouver ton axe, ta verticalité. Tu as traversé l'ombre. Et maintenant, tu sais. Marc Aurèle disait, le feu qui brûle en toi ne doit pas être éteint par le vent extérieur. Et ce feu-là, tu ne l'as pas perdu. Il a été couvert de cendres, oui. Mais il est toujours là. Et tu vas le rallumer. Pas pour devenir froid. Pas pour devenir méfiant. Mais pour devenir solide et clair. Ce que les stoïciens appelaient l'homme droit, celui qui ne dépend plus de ce que les autres sont ou font. Tu veux savoir ce que tu as vraiment appris dans cette histoire? Tu as appris ce que tu vaux quand tu n'es plus aimé. Tu as appris que ton cœur peut continuer de battre même quand l'amour qu'on t'a donné était faux. Tu as découvert que ton calme peut revenir sans excuse. Et surtout, tu as vu que ton silence peut reconstruire des murs entiers que ces mots avaient détruits. La science, elle aussi, te donne raison. Des études de l'Université de Toronto ont démontré que les hommes ayant vécu une relation toxique et ayant travaillé sur leur introspection présentent ensuite une résilience cognitive supérieure à la moyenne. Leur attention est plus aiguisée. Leur capacité à détecter les signaux émotionnels est accrue. En clair, tu n'es pas brisé. Tu es affûté. Freud disait, le moi ne se construit pas dans l'absence de conflit, mais dans la résolution du conflit intérieur. C'est exactement ce que tu fais. Tu n'as pas évité la douleur. Tu ne t'es pas réfugié dans le cynisme. Tu as regardé dans les yeux ce qui t'avait brisé. Tu as décidé d'en faire une lumière intérieure. Et maintenant tu sais. Tu sais reconnaître les signes. Tu sais ce que valent les promesses trop belles, les silences manipulés, les larmes théâtrales. Tu n'es plus naïf. Tu es lucide. Et cette lucidité te rend libre. Mais attention, ce n'est pas une raison pour fermer ton cœur. Le stoïcien ne devient pas froid. Il devient sélectif. Il ne fuit pas les émotions. Il les traverse sans se perdre. Il ne cherche pas à tout contrôler. Il apprend à contrôler ses réactions. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Ce n'est pas d'être inatteignable parce qu'on est vide. C'est d'être inatteignable parce qu'on est plein. Plein de conscience, de clarté, d'alignement. Tu n'as plus besoin de séduction. Tu n'as plus besoin de reconnaissance extérieure. Parce que tu t'es retrouvé. Et rien ni personne ne pourra plus te voler ça. Sénèque, à la fin de sa vie, écrivait, nous ne guérissons pas du monde. Nous apprenons à être entiers malgré lui. Et toi, maintenant, tu es entier. Pas parce qu'on t'a aimé, mais parce que tu t'es relevé, sans elle. En silence. En profondeur. En vérité. Ce n'était pas une faiblesse. C'était une initiation. Et maintenant que tu as vu, tu ne pourras plus jamais oublier. Avant de finir, prends un instant pour laisser un like sur la vidéo et t'abonner. Tu peux aussi écrire un petit mot, même un simple merci en commentaire, si la vidéo t'a touché. Je vous remercie d'avance, et à bientôt.